Par conséquent, il n'y a qu'un seul salut, c'est la connaissance directe. Et aucune paresse ne pourra nous dispenser de cet effort. Il faudra absolument acquérir la connaissance directe. À formation égale, la vérité triomphe. Formez-vous, armez-vous de science jusqu'aux dents, c'est ce que j'ai dit à Obenga. Où on rencontre des formations dans le domaine. Premièrement, au niveau du Berlo, précisément au niveau de la doctrine pastorale. Deuxièmement, il y a quoi? L'axe Raoundouba. Mais aussi au niveau du fleuve Sénégal. Au niveau du fleuve Sénégal, là, qu'est-ce qu'on voit? Les formations ogoliennes se forment sous forme de lambeaux. Une forme de lambeaux aux environs de Sawagne, n'est-ce pas? Donc, tu vois que ici, au niveau aussi du fleuve Sénégal, on a quoi? On a des formations ogoliennes. Ces formations ogoliennes, on les trouve précisément où? Au niveau de Sawagne, au niveau du fleuve Sénégal. Donc, Sawagne est une localité qui se situe autour de ce qu'on appelle le fleuve Sénégal. Donc, les formations ogoliennes ici au Sénégal, précisément, on les localise aux environs du Ferlo, aux environs de l'axe Raoundouga, aux environs aussi du fleuve Sénégal, au niveau de Sawagne, sous forme de lambeaux. Donc, ici, qu'est-ce qu'on voit? On note que dans le delta logolien persiste sous forme de lambeaux enclavé à Sawagne, où on trouve sur du lac de Ross-Béthio. En somme, le système ogolien au Sénégal couvre les zones du Djeri, espace qui n'a pas atteint par les eaux du fleuve Sénégal. Regardez, le fleuve Sénégal est là. On a dit que le fleuve Sénégal prend sa source au niveau du Fouta Djallon. Et l'embouchure, c'est au niveau de Saint-Louis, au niveau du lac de Tar, n'est-ce pas? Donc, l'embouchure du fleuve Sénégal, c'est à Saint-Louis, sud de Saint-Louis, là-bas à 18 km de Saint-Louis. Là, tu vois que, ici, au niveau du fleuve Sénégal, du fait qu'il y a ce qu'on appelle, ça on appelle guéri, période de décrue, l'eau va rester ici. Mais en période de crue, toute la zone là sera inondée. Il a dit qu'en somme, où on trouve les formations ogoliennes, au niveau de la zone qui se situe un peu qu'on appelle le Djeri. Djeri est la zone qui est un peu éloignée du fleuve Sénégal. Quand est-ce que la zone là a été par les eaux du fleuve Sénégal? Seulement en période de crue. Cette année-ci, on avait arrêté des crues là-bas à Bakel, n'est-ce pas? Toute la zone de Balou et Bakel a été aussi envahie par les eaux, n'est-ce pas? Donc, en guise de récapitulation, on peut dire que les formations ogoliennes envahissent, occupent le Sénégal septentrional. On les trouve au niveau du Djeri, dans le Djeri. Donc, le Djeri, c'est une zone qui est tellement un peu éloignée du fleuve Sénégal. Si on quitte le fleuve Sénégal, là, on a le Djeri. Donc, quand est-ce que les eaux vont être dans la zone là? Seulement en période de crue. Il y a crue, il y a des crues. Donc, en période de crue, là, les eaux ne vont pas atteindre le Djeri. Mais quand est-ce que les eaux vont atteindre ça? Durant les périodes de crue, c'est le cas de l'année 2024, parce qu'on avait quoi? On avait l'augmentation du niveau du fleuve Sénégal. Il y avait quoi? Et débordement, inondation. À partir de 12 000 ans, donc de 22 000 ans à 12 000 ans, qu'est-ce qui dominait? C'était l'aridité, c'était quoi aussi? La sécheresse. Ça donc était, qu'est-ce qui dominait? C'était les régions éoliennes. Qu'est-ce qui dominait? La dynamique des alizés continentaux. Mais arrivé à 12 000 ans, la situation va changer complètement. On va passer à une situation sèche et on passe à une période humide, n'est-ce pas? Il nous dit que à 12 000 ans, le climat évolue vers l'humide. Pendant que le niveau marin baisse, c'est le pluvial post-ogolien. Donc, arrivé à 12 000 ans, qu'est-ce qu'on va noter? On va noter qu'il n'y a plus l'aridité, il n'y a plus érosion éolienne. Qu'est-ce qu'on note? On note que la pluie a démarré. On a commencé à avoir quoi? À avoir une période humide. La période qui commence de 12 000 ans à 8 000 ans, c'est ça que vous appelez le post-ogolien. Ou bien le pluvial tchadien, ou bien le tchadien. Si on vous donne ça, pluvial tchadien égale post-ogolien égale aussi le tchadien.
Donc à 12 000 ans, qu'est-ce qu'on a enregistré? On a enregistré que le climat a évolué vers humide. Cela veut dire que les précipitations ont démarré. On note quoi? La présence des précipitations étalées. Par exemple, sur plusieurs milliers d'années, on n'enregistre que des précipitations. Raison pour laquelle on les appelle précipitations étalées. Donc, arrivé à 12 000 ans, on a enregistré quoi? On a enregistré à la présence ou bien le début d'une nouvelle période climatique qu'on appelle le post-ogolien, ou bien le pluvial tchadien, ou bien le tchadien. Donc, arrivé à 12 000 ans, l'ogolien a complètement terminé. Qu'est-ce qui va prendre le relief? C'est le tchadien. Il entraîne la reprise des écoulements correspondant à la deuxième phase d'entaille du réseau hydrographique. J'espère que pour l'ogolien c'est bon. C'est bon. Donc on va passer au tchadien. Donc le tchadien c'est combien? 12 000 ans à 8 000 ans, n'est-ce pas? BP. Présent, n'est-ce pas? Vous savez que durant cette période, il a dit que à 12 000 ans, on a passé à une période de sèche et on a démarré une période humide. Premièrement, si on a de fortes quantités de pluie, cela va se répercuter sur quoi? Sur la dynamique hydrographique, n'est-ce pas? Donc, durant cette période-là, le fleuve Sénégal va entamer une phase qu'on appelle deuxième entaille. Cela veut dire que sur le fleuve Sénégal, on va noter que l'eau devient de plus en plus importante. Et lorsque l'eau devient de plus en plus importante, cela va amener quoi? L'érosion liée à l'eau qu'on appelle érosion hydrique. Et lorsque il y a l'érosion hydrique, l'eau va faire quoi? L'eau va entailler et va mettre en place de nouvelles formes. Raison pour laquelle il a dit que durant cette période, on va assister à l'entaille, à la deuxième phase d'entaille du fleuve Sénégal ou du réseau hydrographique. Donc, arrivé à 12 000 ans, qu'est-ce qu'on va noter? On va noter que la situation va changer au niveau du fleuve Sénégal. Parce que durant la sécheresse, on avait quoi? On avait tarissement de plusieurs affluents, comme le cas de Gorgol, n'est-ce pas? Donc, Gorgol, durant l'ogolien, avait complètement disparu. Il n'y avait plus de connexion entre Gorgol et le fleuve Sénégal. Parce qu'il y avait quoi? Il y avait des dépôts ogoliens. Donc, ces dépôts ogoliens-là barraient la route à quoi? À la connexion de Gorgol avec le cours principal du fleuve Sénégal. Mais arrivé au pluvial tchadien, la situation va changer. Mais pourquoi? Parce qu'on va quitter l'aridité et on va passer à quoi? À l'humidité. On a resté des milliers d'années et on a resté des précipitations étalées. Plus qu'on a de précipitations, plus que les volumes d'eau du fleuve Sénégal vont augmenter. Plus qu'on a l'augmentation des volumes d'eau du fleuve, plus qu'on a l'érosion, plus aussi qu'on a la mise en place des formes, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir qu'au niveau du fleuve Sénégal, l'écoulement devient de plus en plus dynamique. On dit que l'écoulement devient fonctionnel au niveau du fleuve Sénégal. Le Tchadien, l'épisode humide pluvial osogolien, Tchadien ou pluvial osogolien, c'est étendu de 12 000 à 8 000 ans. C'est une période qui a été marquée par quoi? Par une lente remontée de la mer, l'océan. Parce que durant cette période, on avait de fortes précipitations. S'il y a fortes précipitations, cela va augmenter le niveau des cours d'eau, mais cela va augmenter le niveau de la mer. Plus qu'on a de précipitations, plus que l'eau est importante, plus que les points d'eau deviennent de plus en plus élevés. C'est ce qui s'est passé avec le fleuve Sénégal, c'est ce qui s'est passé aussi au niveau, avec quoi? Avec l'océan. Donc le Tchadien était une période marquée par quoi? L'humidité. Avec quoi? Avec des précipitations étalées. Cela a poussé quoi? Cela a amené une dynamique au niveau du fleuve Sénégal, au niveau des cours d'eau, ou bien au niveau de l'océan. On avait quoi? Une augmentation du niveau de la mer. Donc le Tchadien connaît, durant cette période, était caractérisé par des actions hydriques et bien étudié pour la première fois sur le lac Tchad par monsieur et madame Servante. Regardez, tu vois que les fossiles qui nous ont permis de dater
le pluvial tchadien, dans le temps, on les a trouvés où? Au niveau du lac Tchad. J'espère que vous le connaissez. Hein? Lac Tchad, ces temps-ci, l'état a complètement baissé. Mais durant cette période-là, pourquoi on a appelé la période tchadienne, comme je l'ai déjà dit, on les a trouvés au niveau du lac Tchad. Les fossiles stratigraphiques qui nous ont permis de placer la période-là dans le temps, on les a trouvés au niveau du lac Tchad. Et du fait qu'on l'a trouvé au niveau du lac Tchad, on a pris Tchad et on a mis Ien. Ça, c'est l'étage, n'est-ce pas? On l'appelle tchadien. Donc, durant cette période, qu'est-ce qu'on avait enregistré et qui a effectué ces travaux-là? C'est Madame et Monsieur Servant. Donc, ces deux-là, ils ont effectué des travaux. Ils ont fait quoi? Ils ont utilisé des carottes. Ça veut dire qu'ils ont pris des échantillons, ils ont pris des fossiles stratigraphiques. Et après l'amener au niveau du laboratoire, il nous a dit que la période date de 12 000 ans à 8 000 ans. Après, la conclusion en est qu'on l'appelle le Tchadien. Par exemple, si on avait pris des fossiles ici à Dakar, on l'appelait Dakarien, n'est-ce pas? Mais on les a trouvés au niveau du lac Tchad. Et c'est pour laquelle on l'appelle le Tchadien. Le Tchadien, pourquoi on l'appelle le Tchadien? Parce que les fossiles qui nous ont permis de placer la période dans le temps, on les a trouvés au niveau du lac Tchad. Donc, durant cette période-là, qu'est-ce qu'on a noté? On a noté que l'étendue du lac Tchad a été complètement augmentée. Parce qu'on avait de fortes précipitations. On l'appelle précipitation étalée. Le réseau hydrographique devient fonctionnel. Plus qu'on a de précipitations, plus que le réseau hydrographique devient fonctionnel. Je vous ai dit que à l'époque, durant le Gaulien, on avait quoi? On avait la disparition de plusieurs affluents du fleuve Sénégal. Mais arrivé au Tchadien, qu'est-ce qu'on a enregistré? On a enregistré que le réseau hydrographique devient fonctionnel. Gorgol, qui était un affluent du fleuve Sénégal, va revenir ici au niveau du fleuve Sénégal. À l'époque, du fait qu'il y avait des dépôts ogoliens au niveau de la zone là, Gorgol n'avait plus de connexion avec le fleuve Sénégal. Mais arrivé durant le Tchadien, qu'est-ce qu'on va dire? Que le Gorgol va percer ces formations-là et va revenir ici au niveau du fleuve Sénégal. Et à son tour, le fleuve Sénégal va se retrouver sur l'océan Atlantique. Donc tu vois que durant le Tchadien, le réseau hydrographique devient fonctionnel. Et qu'est-ce qu'on voit? Le Gorgol se jette de nouveau dans le Sénégal, qui recreuse à son tour son lit à travers les cordons des dunes ogoliennes pour rejoindre l'océan. Tu vois? Donc, premièrement, donc, durant le Tchadien, le Gorgol qui avait perdu la connexion avec le fleuve Sénégal va retourner à la situation normale. Parce que durant le Gaulien, on avait des dépôts comme ça. Donc le Gaulien n'avait plus la possibilité de se connecter avec le fleuve Sénégal. Mais arrivé au Tchadien, du fait qu'on a des précipitations étalées, du fait qu'il y a augmentation des volumes d'eau, le Gorgol va rejoindre encore le fleuve Sénégal. Et là, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir qu'il va se rejeter avec le fleuve Sénégal au niveau de l'embouchure. Ici, là, c'est l'océan, n'est-ce pas? L'océan Atlantique est là, ça c'est le fleuve Sénégal. Durant le Gaulien, on avait des barrières, mais arrivé au Tchadien, du fait qu'il y a une augmentation des volumes d'eau, du fait qu'il y a des précipitations étalées, qu'est-ce qu'on va enregistrer? On va enregistrer que le Gorgol va rejoindre le fleuve Sénégal avant de se jeter au niveau de l'océan. Et là où le cours d'eau se jette au niveau de l'océan, c'est ça qu'on l'appelle la mesure, n'est-ce pas? Donc, durant cette période-là, on a enregistré que le réseau hydrographique du fleuve Sénégal devient fonctionnel. Gorgol est un affluent du fleuve Sénégal. Durant le Tchadien, il y avait problème, il n'y a plus de connexion entre Gorgol et le Sénégal. Mais arrivé au Tchadien, du fait qu'il y a augmentation des précipitations, du fait qu'on a des précipitations étalées, qu'est-ce qu'on a enregistré? On a enregistré que le Gorgol va revenir à la situation normale et va faire avec le Sénégal avant de se jeter au niveau de l'embouchure. Ok. Donc, le Ferlo, comme vous le savez, le Ferlo est une rivière.
Ce n'est pas Ferlo comme la zone pastorale. Le Ferlo était une rivière qui quittait le fleuve Sénégal et tend vers la zone continentale. Il a dit que le Ferlo, ça c'est le fleuve Sénégal. Là, tu vois, la de guerre est là. La de guerre se trouve où? À Kermomar, ça, n'est-ce pas? Là, tu vois ici, le Ferlo va commencer par là. Il a dit que durant cette période, premièrement, on règle le cas de Gorgol, n'est-ce pas? Deuxièmement, durant cette période, le Ferlo va rejoindre la rive sud de lac de Guiers. Le pourquoi? Parce que du fait qu'on avait excès d'eau ici au niveau de la zone, qu'est-ce qu'on va noter? On va noter que la rivière qu'on appelle le Ferlo va se connecter avec lac de Guiers. Lac de Guiers et Ferlo là, ça fait une distance, n'est-ce pas? Donc, durant cette période-là, du fait qu'on avait des précipitations étalées, les volumes d'eau étaient tellement élevés, qu'est-ce qu'on a arrêté? On a arrêté qu'il y avait connexion entre rivière qu'on appelle Ferlo avec lac de Guiers. Donc, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir que durant le Tchadien, le Ferlo comme rivière va se connecter avec la rive sud du lac de Guiers. Parce que durant cette période, on avait quoi? On avait des précipitations étalées. On avait quoi? On avait des précipitations qui sont tellement intenses. Donc, et ici, au niveau des autres lacs, on avait quoi? Le lac Tchad connaît une grande expansion. Donc, durant le Golien, par exemple, si l'étendue de l'Ogolien était comme ça, mais arrivé au Tchadien, qu'est-ce qu'on a enregistré? On a enregistré qu'il y a une augmentation de l'étendue occupée par le Tchadien. Parce que le pourquoi, on avait quoi? Des précipitations étalées. Plus qu'on a des précipitations, plus que les volumes d'eau trouvés au niveau du lac deviennent de plus en plus importants. Donc il a dit que durant cette période, l'étendue occupée par le lac Tchad était complètement grande. Le pourquoi? Parce qu'on avait des précipitations étalées. Donc tu vois que tous ces phénomènes montrent qu'il y a excès d'eau. Du fait qu'on a excès d'eau, il y a quoi? Premièrement, Gorgol revient ici au niveau du fleuve Sénégal avant de se rendre au niveau de l'embouchure. Deuxièmement, la rivière qu'on appelle Ferlo quitte la zone là et se connecte avec la rive sud du lac de Guiers. Troisièmement, le lac Tchad va être quoi? Une extension. Parce que le pourquoi? Parce qu'on avait des précipitations étalées. Plus qu'on a de précipitations, plus que l'écoulement devient de plus en plus dynamique. On parle de l'écoulement fonctionnel. Et il nous dit que le Tchadien est responsable des dépôts lacustres et fluviatiles tels que les tourbes d'eau douce dans les Niayes observations in situ à Lompoul. Vous savez que ici au Sénégal, qu'est-ce qu'on fait? On pratique la culture maraîchère au niveau de la zone des Niayes, n'est-ce pas? En quittant Malika jusqu'à Potou et aussi Lompoul. Là, qu'est-ce qu'on fait là-bas? On pratique la culture maraîchère. Là, il a dit que les dépôts fluviaux lacustres qu'on trouve au niveau des Niayes. Les Niayes, ce sont des zones là où on pratique la culture maraîchère. La nappe n'est pas profonde, n'est pas tellement profonde. Qu'est-ce qu'on fait là-bas? On pratique la culture maraîchère. Le pourquoi? Parce qu'il y a la fertilité. Il y a quoi? Les dépôts fluviaux lacustres. Et tu vois que les dépôts lacustres sont composés par quoi? Il y a les alluvions, il y a les éluvions, il y a aussi les limos fertiles. Donc, il y a des sols fertiles qu'on trouve au niveau des Niayes. Il a dit que les dépôts fluviaux lacustres qu'on trouve au niveau des Niayes datent depuis le pluvial tchadien. Donc, en quittant Malika, de la grande côte jusqu'à Saint-Louis, ou bien de la petite côte Mboro, Fass Boy, et le sud Diogo, là, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a la présence des dépôts fluviaux lacustres. Quand est-ce que ces dépôts fluviaux lacustres? Depuis le Tchadien. Donc, les dépôts fluviaux lacustres qu'on trouve au niveau des Niayes datent depuis le Tchadien. Ces bas-fonds sont progressivement mis en place et colonisés par une abondante végétation hydrophyte, formation de vastes d'estuaires dans lesquels a trouvé une faune de mollusques, le brusque. Regardez, là, la côte est là. Et qu'est-ce qu'on voit?
Qu'est-ce que c'est qu'une végétation hydrophyte d'après vous? Qu'est-ce que c'est qu'une végétation hydrophyte? Oui. Donc, une végétation hydrophyte est une végétation qui évolue dans un milieu où il y a de l'eau, n'est-ce pas? Il a dit que ici, au niveau de la zone, il y a quoi? La présence de l'eau, n'est-ce pas? Et ces zones-là sont colonisées par quoi? Sont colonisées par une végétation hydrophyte. Et parmi les végétations hydrophytes, on a quoi? La mangrove. Donc tu vois que du fait qu'il y a de l'eau ici, il y a des dépôts pluvieux là qui sur. Cela est favorable à quoi? À la germination. Raison pour laquelle ces zones-là ont été occupées par quoi? Ont été occupées par une végétation hydrophyte. Premièrement, le pluvial tchadien est responsable de ce qu'on appelle les dépôts pluvieux là qui se trouvent au niveau des Niayes. Mais aussi ces zones de bas-fond. Bas-fond, c'est quoi? C'est une zone basse, n'est-ce pas? Si vous allez au niveau des Niayes, il y a des dunes, mais aussi il y a aussi des bas-fonds. Les Niayes sont comme ça. Là, tu as dunes. Ensuite, il y a les bas-fonds. Des cuvettes. On les appelle bas-fonds. Il a dit que ces bas-fonds-là sont occupés par quoi? Sont occupés par une végétation hydrophyte. Parce que là où il y a de l'eau, là où il y a des alluvions, là où il y a des alluvions, là où il y a des limons fertiles, cela est favorable à la germination. Raison pour laquelle la zone-là a été occupée par une végétation hydrophyte. Ça veut dire qu'une végétation qui s'adapte à la présence de ce qu'on appelle de l'eau, n'est-ce pas? Il y a certaines espèces qui ne peuvent pas vivre là où il y a de l'eau, là où il y a la permanence de l'eau. Il y a certaines espèces qui ne peuvent pas vivre là-bas. Mais il y a certaines espèces qui peuvent vivre dans des zones où il y a de l'eau. Parmi les espèces-là, il y a ce qu'on appelle la mangrove, n'est-ce pas? Donc, la zone-là a été occupée par ce qu'on appelle une végétation hydrophyte et formation de vases d'estuaires dans lesquelles a trouvé une faune de mollusques. Vous connaissez, n'est-ce pas, les vasières? Les vasières, ce sont des zones-là qui sont mises en place grâce à la dynamique de ce qu'on appelle les marées. Marée haute et marée basse. Et si on parle de vasières, on fait allusion à quoi? À la mangrove, n'est-ce pas? Vous prenez la petite côte, vous allez là-bas à Somone, à Ngaparou, à Joal Fadiouth, à Cap Skirring, Sine Saloum, là vous rencontrez qu'il y a la présence de la mangrove. Où sont ceux qui font écosystème côtier? J'espère que vous comprenez ça. Oui, là tu vois que au niveau de la côte, il y a des zones occupées par une végétation. Et cette végétation s'adapte à quoi? À la présence du sel. Il a dit que du fait qu'il y a la présence de l'eau, du fait qu'il y a de l'eau aussi salée, qu'est-ce qu'on va noter? On va noter qu'avec la dynamique de la marée, on a assisté à la présence des vasières. Vasières, ce sont des zones-là qui sont créées par la dynamique des marées. On a marée haute et marée basse. Si la marée est basse, tu peux passer exactement sans problème. Mais si la marée est haute, là, tu ne peux pas passer parce qu'il y a de l'eau. Donc, il a dit que la zone a été occupée par une végétation hydrophyte, colonisée. Par qui? Par une végétation hydrophyte. Cette végétation-là a occupé les bas-fonds. Les bas-fonds, ce sont les cuvettes qu'on trouve au niveau des Niayes. Raison pour laquelle la culture maraîchère est dynamique au niveau des Niayes. Et cette végétation a été occupée par une faune de mollusques. Les mollusques, comme vous le savez, ce sont les fruits de mer, n'est-ce pas? Il y a les mollusques, il y a les huîtres, les lamantins, ainsi de suite. Donc, la végétation là qui avait occupé la zone des Niayes a été aussi occupée par qui? Par une faune de mollusques. Les mollusques, comme vous le savez, j'espère que vous l'avez appris aussi en biogéographie, n'est-ce pas? Avec les réseaux alimentaires, là il y a les mollusques, n'est-ce pas? Les orgues et ainsi de suite. Il y a aussi les léopards et ainsi de suite. Là c'est en biogéographie. Donc, durant cette période, les bas-fonds étaient colonisés par qui? Par une végétation hydrophyte, occupée par qui? Par des mollusques, une faune. Faune, c'est l'ensemble des animaux, n'est-ce pas? La flore, c'est l'ensemble des végétaux, n'est-ce pas? Oui, c'est la végétation. Là, donc, le Tchadien est connu dans sa grâce à des traceurs géologiques, car des sédiments déposés comportent souvent des éléments fossiles et des traceurs polyniques permettant d'installer les piégettes dans le temps. Ok. Regardez, si aujourd'hui on parvient à placer le pluvial tchadien dans le temps, j'espère qu'en licence 2, on avait appris la chronologie.
il y a chronologie relative, chronologie absolue. Chronologie relative, on a quoi? Il y a principe de superposition, principe d'identité paléontologique, principe de continuité, principe de recoupement, principe d'horizontalité. Là, on avait appris ça, n'est-ce pas? En licence 2. Donc là, ici, comment on a fait? Vous suivez un peu? Comment on a fait pour dire que le pluvial tchadien date de 12 000 ans à 8 000 ans? Nous ne sommes pas témoins au clair de ces situations. On s'est basé sur quoi? Sur l'identification des fossiles stratigraphiques. Fossiles stratigraphiques. C'est ça qu'on appelle l'identification paléontologique. Les fossiles, c'est quoi? Sont des animaux ou bien des végétaux. Fossiles, c'est quoi? Restes d'animaux ou bien végétaux. Il a dit que les sédiments qui nous ont permis, les critères qui nous ont permis de placer le pluvial tchadien dans le temps, ce sont des sédiments géologiques. Des sédiments géologiques où on a quoi? On a des traceurs. Cela veut dire que le sédiment est là, n'est-ce pas? Et ensuite, on a quoi? Des traits, restent des animaux ou bien des végétaux. Donc, il y a quoi? Mélange de sédiments avec quoi? Avec des animaux ou bien des végétaux. Donc, la chose qui nous a permis de placer le pluvial tchadien dans le temps, on a quoi? On a des traceurs géologiques. D'où on a quoi? Des formations fossilifères. C'est-à-dire que sur les sédiments, on a des restes des animaux et des végétaux. Il y a quoi? Mélange. Donc, les fossiles qui nous ont permis de placer le pluvial tchadien dans le temps, premièrement, on a quoi? Les traceurs géologiques. Et sur ces traceurs, on a quoi? Restent des animaux ou bien des végétaux. Que vous appelez quoi? Fossiles. Les fossiles stratigraphiques. On a quoi? Les trilobites, les ammonites, et je vais limiter par là. Donc, les fossiles sont constitués de différents éléments. Donc, les éléments qui nous ont permis de placer le pluvial tchadien dans le temps, premièrement, il y a quoi? Les traceurs géologiques où on a quoi? Reste des animaux ou bien des végétaux que vous appelez les fossiles stratigraphiques. Deuxièmement aussi, on a les traceurs polliniques. Pollinique, radical, pollen, n'est-ce pas? Pollen, c'est quoi? Pollen. Vous ne savez pas. Là, tu vois que si vous avez un arbre comme ça, et lors de la floraison, il y a de la poudre qui couvre les feuilles, n'est-ce pas? C'est ça qu'on appelle pollen. S'il n'y a pas de pollen, vous n'aurez pas de fruits. Par exemple, le manguier comme ça. Premièrement, il y a les fleurs. Deuxièmement, il y a pollen qui est là, qui s'installe au niveau des fleurs. Ensuite, il y a quoi? Maturation. Si pollen disparaît, là, tu n'auras pas de fruits. Donc, là, ça, c'est du poudre. Donc, premièrement, pollen ne disparaît pas. Même s'il y a feu, pollen va résister. Donc, comment on a fait pour dire que le pluvial tchadien date de 12 000 ans à 8 000 ans? On s'est basé aussi sur quoi? Sur les restes polliniques, restes des végétaux. Précisément les pollens. Pollen, ça ne disparaît pas. Même s'il y a feu, pollen va rester. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris les fleurs de ces espèces-là, des espèces végétaux, et on a fait la datation. Donc, premièrement, on s'est basé sur les traceurs géologiques, mais aussi on s'est basé sur les restes des végétaux qu'on appelle pollen, n'est-ce pas? Donc, on a pris les végétaux durant la période du tchadien et on a pris pollen, on a fait quoi? On a fait des études et on a donné, là, on a amené une conclusion. La conclusion est que le tchadien date de 12 000 ans à 8 000 ans. Donc, on s'est basé sur quoi? Pour dire que le tchadien date de 12 000 ans à 8 000 ans, on s'est basé premièrement sur ce qu'on appelle les traceurs géologiques, mais aussi on s'est basé sur les traceurs polliniques. Pollinique, c'est quoi? Là, il y a pollen. Pollen, ça veut dire que poudre qui couvre les feuilles des espèces durant cette période. S'il n'y a pas de pollen, là, vous n'aurez pas de fruits, n'est-ce pas? Donc, lors de la floraison, premièrement, vous avez pollen qui va couvrir les fleurs, et deuxièmement, vous aurez quoi? Des fruits, comme par exemple les manguiers là. Le vent qui souffle là, comme ça, ce n'est pas bon pour les espèces là, comme le manguier, et ainsi de suite. Parce qu'une fois que le vent vient, le vent peut arraser pollen. Et une fois que c'est arrasé, là, vous n'aurez pas assez de fruits. La production devient de plus en plus faible.
Donc, on s'est basé premièrement sur des sédiments géologiques qu'on appelle traceurs géologiques. Deuxièmement aussi, on s'est basé sur quoi? Sur des traceurs polyniques, restent des végétaux. Le Tchadien a eu de profondes conséquences sur les paysages, notamment au plan biogéographique, au plan pédologique. Vous savez que la végétation, durant l'Ogolien, il n'y avait pas de végétation presque, parce que c'était une période là où on avait l'absence des précipitations. Mais arrivé au Tchadien, qu'est-ce qu'on a enregistré? Là, du fait qu'il y a des précipitations qui sont très étalées, des précipitations excessives, on a arrêté à quoi? À l'implantation d'une végétation. Donc, premier élément, conséquence du Tchadien sur l'Ogolien, c'est quoi? C'est l'implantation de la végétation. Deuxièmement, lessivage des sols. Troisièmement, répartition des sols ici au niveau du Sénégal, en Afrique de l'Ouest et au Sénégal. Donc, il a dit que le pluvial tchadien a d'énormes conséquences sur l'aspect biogéographique et l'aspect pédologique. Sur le plan biogéographique, on avait enregistré quoi? L'implantation d'une végétation. On est où? Ok. Donc, il a dit que le système ogolien mais conserve ses directions topographiques. Regardez. Premièrement, vous suivez un peu. Du fait qu'on n'a pas de micro là. Là, vous allez nous aider un peu. Donc, vous suivez un peu. Donc, il a dit que durant le Tchadien, premièrement, du fait qu'on avait des précipitations étalées. Première conséquence, et on va noter qu'il y avait une modification des dunes ogoliennes. Donc là, c'est l'eau qui s'écoule. On avait des précipitations étalées. Du fait qu'on a des précipitations étalées, l'eau aura des répercussions sur les formations ogoliennes. Donc, durant cette période-là, durant le Tchadien, on avait enregistré une modification des dunes ogoliennes. Raison pour laquelle il a dit que les dunes ogoliennes deviennent de plus en plus froissées. Il y a une modification. Premièrement, durant le Tchadien, du fait qu'il y a l'écoulement hydrique, du fait qu'il y a des actions hydriques, on va noter quoi? Une modification des dunes ogoliennes. Donc le Tchadien est là, déjà il a trouvé sur place des dunes ogoliennes, du fait qu'il y a de l'eau qui s'écoule, là il y aura modification. Les dunes ogoliennes seront modifiées par l'écoulement du Tchadien. L'eau qui tombe, les précipitations qui vont tomber là avec l'écoulement là, vont modifier quoi? Vont modifier les dunes ogoliennes. Et deuxièmement, on va faire quoi? L'implantation de quoi? L'implantation d'une végétation. La côte atteint 120 mètres, entraînant la formation de lagunes où peut faire des pratiques vieilles mangroves dont les témoins sont signalés jusqu'à Bogué à 250 km de l'embouchure. Premièrement, vous savez que les lagunes et les golfes sont liés à quoi? À la transgression, n'est-ce pas? Il a dit que durant cette période, on avait une élévation du niveau de la mer jusqu'à combien? Jusqu'à 120 mètres. Donc on avait élévation du niveau de la mer jusqu'à 120 mètres. Mais à l'instant T, d'après les cartes topographiques, IGN, qu'est-ce que vous dites? Vous avez dit que le niveau de la mer c'est 0, n'est-ce pas? À l'instant. On met sur les cartes topographiques, il y a des licences 1, licence 2, sur vos cartes là, carte orange, là, qu'est-ce qu'on met? On met IGN niveau 0, n'est-ce pas? Mais durant le pluvial tchadien, du fait qu'on avait des précipitations étalées, du fait qu'on avait des actions hydriques, on avait enregistré une augmentation de la mer jusqu'à 120 mètres. La mer est là, l'océan est là, par exemple. Durant cette période, du fait qu'il y avait augmentation du niveau, forcément on avait quoi? Débordement. Lorsqu'il y a débordement, on va parler de quoi? De un peu de transgression. Il y aura quoi? Débordement dans le milieu continental. Il a dit que durant cette période, on avait enregistré quoi? La mise en place des lagunes. Il y a les lagunes, il y a aussi des golfes, n'est-ce pas? Il y a aussi les golfes côtiers. Donc durant cette période, du fait qu'il y avait augmentation du niveau de la mer jusqu'à 120 mètres, on avait quoi? Débordement. Lorsque l'eau de la mer déborde dans le milieu continental, là on peut enregistrer la mise en place des lagunes. Donc qu'est-ce qu'on voit encore?
le pluvial Tchadien aussi est marqué par la mise en place aussi des lagunes. Et ces lagunes-là ont été occupées par qui? Par une végétation. Du fait que c'est de l'eau salée, la végétation qui va occuper ça, on l'appelle la mangrove. Donc, la mangrove va occuper les zones de transit de l'eau océanique. Les lagunes, ces zones-là occupées par l'eau au niveau du milieu continental, on l'appelle la lagune. Parce qu'on a enregistré 120 mètres d'auteur. Du fait qu'il y a 120 mètres, l'eau va quitter le milieu océanique et va arriver dans le milieu continental. Une fois que ça arrive ici, il y a aussi des dépôts sédimentaires. Là, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a vase, il y a limon, il y a alluvion, il y a aussi alluvion. Bien qu'il y a la présence du sel, c'est ça qui va favoriser la mise en place d'une végétation qu'on appelle la mangrove. Et on l'appelle végétation halophyte, n'est-ce pas? Cela veut dire que c'est une végétation qui est en milieu salé. Vous avez compris? Donc tu vois que la zone là a été occupée par la mangrove. La mangrove est une végétation halophyte qui s'adapte à la présence du sel. On a quoi? La présence des palétuviers. Et pour les palétuviers, on a le genre Rhizophora. Il y a aussi genre Avicennia. Donc, durant cette période, du fait qu'il y avait débordement de l'océan, qu'est-ce qu'on a enregistré? On a enregistré qu'il y avait l'implantation d'une végétation. Du fait que là c'est salé, il y a la présence du sel, il y avait l'implantation de la mangrove. Et la mangrove était une végétation composée par quoi? Par des palétuviers. Parmi les palétuviers, il y a le genre Rhizophora, il y a aussi le genre Avicennia. Ok. Donc, il nous dit que... On est où? Au plan biogéographique, une flore d'hydrophyte avec des guinéennes migre vers le nord pour remplacer la flore soudanienne sahélienne. Merci. J'espère que vous connaissez les zones climatiques du Sénégal. Il a dit que durant cette période-là, une végétation guinéenne, au Sénégal, on a combien de zones climatiques? On a la zone sahélienne, on a la zone nord-soudanienne et la zone sud-soudanienne. Ça, c'est subdivision climatique. Subdivision climatique. Et ici, il a dit qu'une végétation guinéenne. Là, ça, c'est la Guinée, n'est-ce pas? Et là, ça, c'est Fouta Djallon. Ça, c'est le fleuve Sénégal et qui tend vers Saint-Louis. Il a dit que durant cette période, du fait qu'on avait des précipitations étalées, la végétation sahélienne qu'on avait ici au niveau du fleuve Sénégal, la végétation sahélienne, c'est la végétation qu'on a ces temps-ci ici au Sénégal. On l'appelle végétation sahélienne ou bien soudanienne. Mais durant cette période-là, au niveau du fleuve Sénégal, on va noter, on a enregistré qu'il y avait migration de la végétation guinéenne. Des espèces qu'on avait l'habitude de voir au niveau de la zone là vont venir s'implanter au niveau du fleuve Sénégal. Le pourquoi? Parce qu'on avait des précipitations étalées. Ici, durant cette période-là, les actions hydriques étaient tellement intenses, raison pour laquelle la situation était tellement favorable à quoi? À la mise en place d'une végétation guinéenne au niveau du fleuve Sénégal. Premièrement, sur le plan biogéographique, du fait qu'on avait des précipitations étalées, la végétation guinéenne va quitter la zone là et va venir s'implanter au niveau du fleuve Sénégal et va remplacer quoi? La végétation sahélienne et soudanienne. Parce que durant cette période, au niveau de la zone là, on avait des précipitations étalées, on avait des précipitations excessives, des précipitations tellement intenses. Plus qu'on a de précipitations, plus que la végétation est comment? Plus que la végétation est plus dynamique. Je vous donne le cas du Sénégal. La zone sud du Sénégal, la Casamance, là on a quoi? La forêt, n'est-ce pas? Le pourquoi? Parce qu'on a de faites précipitations. C'est entre combien? C'est entre 1000 et 1500 mm. Au centre du Sénégal, pourquoi on a la savane? Parce qu'on a des précipitations moyennes. C'est de 1000 à 500 mm. Le nord du Sénégal, là on a quoi? On a 100 à 500 mm. Donc tu vois que plus que les précipitations sont importantes, plus que ces zones-là sont occupées par des individus. C'est le cas, par exemple, de la forêt casamançaise. Là, tu vois qu'il y a beaucoup d'individus.
Pour la savane, les individus sont moyens. Pour ce qui concerne le nord du Sénégal, parce qu'il y a la steppe. Donc, durant cette période, du fait qu'on avait des précipitations étalées, qu'est-ce qu'on avait enregistré? On avait enregistré l'implantation d'une végétation guinéenne au niveau du fleuve Sénégal. Et c'est ça qui va donner quoi? Qui va faire migrer végétation sahélienne et soudanienne. Donc, premièrement, sur le plan biogéographique, ici, au niveau du fleuve Sénégal, on avait enregistré l'implantation d'une végétation guinéenne qui a remplacé la végétation soudanienne et sahélienne. Il s'agit essentiellement de strates ligneuses associées à ces noms scientifiques-là. Là, tu vois que, ici, au niveau du fleuve Sénégal, il y avait une strate qui est comment? Ligneuse. Les ligneuses et aussi strates herbacées. Les ligneuses, je l'avais déjà dit l'autre jour là. Les ligneuses, ce sont des espèces où on peut avoir quoi? Du bois, ou bien n'est-ce pas? Là, on les appelle les ligneuses. Donc, durant cette période-là, il y avait une strate ligneuse qui avait occupé le fleuve Sénégal, mais aussi une strate herbacée. Tous les deux là étaient du type guinéen. Parce qu'on avait quoi? On avait des précipitations étalées. Aujourd'hui, cette végétation, à l'instant T où nous parlons, cette végétation se substitue dans le domaine littoral, dans le secteur deltaïque, à estuarienne qu'à l'état lithique, où elle bénéficie de ce qu'on appelle un climat plus clément. À l'instant T où nous sommes, on ne voit plus la végétation guinéenne au niveau du fleuve Sénégal. Le pourquoi? Parce que le climat a changé complètement. On a passé d'une période humide à une période de sèche, n'est-ce pas? Où on voit la végétation guinéenne, c'est seulement au niveau de la zone littorale, précisément au niveau des Niayes, en situation quoi? Relictique. Une espèce relique, c'est quoi? C'est une espèce endémique, c'est une espèce rare, n'est-ce pas? Donc la végétation guinéenne qu'on avait l'habitude de voir au niveau du fleuve Sénégal, durant le Tchadien, on le voit nulle part ici au Sénégal, seulement au niveau des Niayes. Parce que les Niayes ont quoi? Ont un climat qui est clément. Parfois, il y a ce qu'on appelle brise de mer qui vient, parfois il y a l'Alizé continentale. Donc, du fait que c'est une zone stratégique, cela est favorable à l'implantation de la végétation guinéenne. Donc, à l'instant T où nous sommes, où on voit la végétation guinéenne, c'est seulement au niveau des Niayes, en situation relitique qu'on appelle espèce endémique. Espèce endémique, c'est quoi? C'est seulement une espèce qu'on trouve sur des points, quelques points. Par exemple, si vous allez au niveau de l'île Malgache, là, tu vas voir qu'il y a des espèces qu'on trouve là-bas, on l'appelle espèces endémiques. Si vous allez au niveau de Nouvelle-Zélande, les espèces qu'on trouve là-bas sont des espèces endémiques. Donc, à l'instant T où on trouve la végétation guinéenne, c'est seulement au niveau des Niayes, parce que le climat est favorable à leur dynamique. Mais là-bas, au niveau du fleuve Sénégal, il n'y a plus la végétation guinéenne. Vous avez quoi? La végétation sahélienne ou bien soudanienne. Parce que le climat a complètement changé. Ce n'est plus favorable à l'implantation de ce qu'on appelle la végétation guinéenne. Et donc, ici, on est où encore? Et aujourd'hui, cette végétation se situe dans le domaine littoral, dans le secteur deltaïque, à l'extérieur, qu'à l'état relitique où elle bénéficie d'une température plus clémence et d'une hydrophile de surface ou de profondeur KD Niayes. À l'optimum de 9000 ans, la diversité floristique était considérable. Il est en train de vous démontrer le pourquoi, quelles sont les conséquences du pluvial sur l'Ogolien. Il a dit qu'arrivé à 9000 ans, c'est ça qu'on appelle l'optimum, la période la plus dynamique. Arrivé à 9000 ans, qu'est-ce qu'on a enregistré? On a enregistré qu'il y avait une diversité floristique sur l'étendue. Par exemple, là, on a beaucoup d'espèces. Donc, il y avait l'implantation d'espèces au niveau de la zone. Il a dit qu'arrivé à 9000 ans, on avait noté une diversité floristique. Donc, toute la zone là était occupée par de nouveaux individus. Donc, arrivé à 9000 ans, du fait que la situation était plus dynamique, au niveau de la zone, on avait quoi? On avait une diversité floristique. Il y avait la présence de beaucoup d'espèces au niveau de la zone. Le pourquoi? Parce que durant cette période-là, il y avait une continuité des précipitations étalées. Et on doit savoir que précipitation,
plus rayonnement solaire, c'est ça qui est favorable à la germination. Si vous avez seulement des précipitations sans rayonnement solaire, parce que la germination ne sera pas favorable. Donc on va communiquer les deux. Sur le plan biogéographique, on a enregistré premièrement, on nous dit que sur le fleuve Sénégal, il y avait l'implantation d'une végétation guinéenne. Deuxièmement, arrivé à 9000 ans, on a enregistré quoi? La diversité floristique. Le pourquoi? Parce que c'était l'étape la plus dynamique du pluvial tchadien. Et il a dit qu'au niveau du diagramme pollinique de Touba Ndiaye, on a enregistré plus de 150 taxons. Là aussi, c'est en licence de biogéographie. Taxon fait allusion à quoi? À l'espèce. Donc, taxon, groupe taxonomique, cela veut dire que tu appartiens à quel type d'espèce. Il a dit qu'au niveau du diagramme pollinique de Touba Ndiaye, on a des comptes de plus de 150 taxons. Cela montre que durant cette période, on avait quoi? Une diversité floristique. Parce que sur le diagramme pollinique de Touba Ndiaye, du fait que les biogéographes, eux, ils font des études sur le terrain, ils vont délimiter la zone comme ça. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont venir, ils vont compter, ils vont faire l'inventaire. C'est ça qu'on appelle l'inventaire sur le terrain. Cela veut dire que là, ce sont des études qu'on a déjà effectuées sur le terrain et on vous a donné ça. À l'instant T, c'est la consommation, n'est-ce pas? Ce qu'on vous donne, ça, c'est la consommation. Mais après, arriver à Master 1, là, Master 2, c'est la production. C'est à vous de produire. Cela veut dire qu'il a dit que sur le diagramme pollinique de Touba Ndiaye, on a des comptes de plus de 150 taxons. Cela veut dire que sur l'espace là, on a compté le nombre d'espèces qui occupent l'espace. Et du fait qu'ici, on a décompté plus de 150 taxons, la conclusion est qu'on avait une diversité floristique. Donc là, au niveau du diagramme pollinique de Touba Ndiaye, on avait décompté plus de 150 taxons. Si on veut dire qu'il y a diversité floristique ou bien il n'y a pas de diversité floristique, on va se baser sur quoi? Sur les inventaires. On part sur le terrain, on va prendre on va décompter et ensuite on dit que s'il y a beaucoup d'individus, on dit qu'il y a diversité floristique. S'il y a 3, 4 là, on dit qu'il n'y a pas de diversité. Il a dit que durant cette période-là, au niveau du diagramme de pollinique de Touba Ndiaye, on a des comptes de plus de 150 taxons. Cette végétation a stabilisé le matériel ogolien qui s'est en même temps rubéfié en raison de la circulation active de solutions enrichies en fer de l'appellation de dune rouge par Ricard. On avait dit que pour éviter, pour freiner, pour atténuer l'érosion, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire le reboisement. Le pourquoi? Parce que la végétation diminue la vitesse. La végétation permet quoi? La décantation. La végétation permet quoi? L'accumulation. La végétation permet quoi? La sédimentation. Il a dit que durant cette période-là, il y avait du matériel qu'on trouvait au niveau du fleuve Sénégal. Ce matériel-là, on l'appelle matériel antérieur. C'est du sable qu'on trouvait au niveau de la zone, mais aussi du fer. On dit que la présence du fer pour l'échantillonnage se donne en couleur rouge. Hein? Donc là où on voit les dunes rouges, ça cherche que ces dunes-là, il y a la présence du fer, n'est-ce pas? Il a dit que cette végétation a stabilisé. La végétation comme ça, la végétation diminue quoi? Diminue la vitesse de l'eau. Du fait qu'il y a diminution de la vitesse, quelle est la conclusion? C'est la sédimentation, c'est la décantation, c'est la lamination. Il a dit que une fois que la végétation s'est implantée, la végétation a stabilisé du matériel. Ce matériel-là est constitué de sédiments. Ces sédiments-là sont riches en fer et une fois déposés, il y a des dunes. Une fois que le matériel est déposé, il y a la mise en place des dunes. Ce matériel va rubéfier avec du fer, on les appelle dunes rouges. Les dunes rouges. Là, tu vois que lors de la période-là, il y avait du matériel qu'on trouvait sur place. Du fait qu'il y a la végétation va provoquer quoi? Va amener quoi? Va amener la sédimentation. La sédimentation de ces matériels-là, c'est accompagné avec la présence du fer. Du fait qu'il y a la présence du fer, on aura quoi? Des dunes rouges.
donc qu'on appelle matière rubifiée. Rubifiée. Cela veut dire que mélange qui s'est mélangé. Donc, ça c'est du matériel qui s'est mélangé avec du fer. Et après, il y a sédimentation, c'est la mise en place des dunes rouges. Ça sont les travaux de Tricard. Le contexte climatique holocène a aussi permis la formation des sols. Regardez, sur le plan biogéographique, on a déjà fait quoi? On a déjà fait la récapitulation, n'est-ce pas? Deuxièmement aussi, le pluvial tchadien était la période qui est responsable de la mise en place des sols, n'est-ce pas? Les sols qu'on appelle les sols zonaux, n'est-ce pas? Donc, les sols qu'on voit au niveau de la zone ouest africaine, là, datent depuis quand? Datent depuis les Tchadiens. Là aussi, au Sénégal, tu vois, on a la zone nord est là, la zone centre est là, la zone sud est là. Donc, il y a une répartition des sols en fonction du climat. C'est ça que vous appelez répartition des sols en fonction des zones. On parle de sols zonaux. C'est-à-dire en fonction du climat. C'est la répartition des sols en fonction du climat. Donc, le pluvial tchadien est responsable de la répartition des sols en Afrique de l'Ouest, mais aussi au Sénégal. Sur le plan biogéographique, on a dit tout ce que le pluvial tchadien a fait, n'est-ce pas? Sur le plan pédologique aussi, qu'est-ce qu'on voit? On a noté que la répartition des sols ici en Afrique de l'Ouest et au Sénégal est liée à quoi? Est liée au Tchadien. Donc, sur le plan pédologique, on avait aussi des conséquences. L'implantation des sols au Sénégal, surtout les sols zonaux, a été lié à quoi? A été dû à quoi? Dû à ce qu'on appelle la dynamique du Tchadien. Il a dit que ici, le Tchadien est responsable de la mise en place des sols zonaux. Il s'agit des sols subarides, des sols ferrugineux-tropicaux, les civiers ou sols biais, les sols ferrugineux et les sols ferralitiques. La répartition des sols en Afrique de l'Ouest et au Sénégal est liée à quoi? Est liée au pluvial tchadien. Quel type de sol? On a les sols zonaux. Là, ça veut dire que ce sont des sols qui dépendent de la dynamique du climat. Du fait que moi, je dessine mal là, je vais faire comme ça. Ça c'est le Sénégal, n'est-ce pas? Ça, c'est la zone nord. Ça, c'est la zone centre. Ça, c'est la zone sud. La zone sud du Sénégal est occupée par quoi? Par des sols qu'on appelle sols ferralitiques. Raison pour laquelle là-bas, en Casamance, là, on peut faire quoi? Riziculture, ainsi de suite. Là, on a des sols ferralitiques. Ouais. Là, vous avez quoi? Les sols ferrugineux. Ferrugineux non lessivés. Qu'on appelle sol dior, n'est-ce pas? Raison pour laquelle on l'appelle le bassin arachidier. Les sols dior, ce sont des sols qui sont favorables à la culture de l'arachide, du mil, du sorgho et du maïs. Si vous allez là-bas en Casamance, tu peux cultiver l'arachide, tu peux cultiver le riz, tu peux cultiver aussi du gombo, de l'igname, ainsi de suite, n'est-ce pas? Et pour la zone centre, là c'est favorable à quoi? À la culture du mil, à la culture du sorgho, de l'arachide. Et la zone nord là, vous avez quoi? Vous avez des sols de couleur beige. Et là, vous avez quoi? On les appelle les paléosols, les régosols et les lithosols. L'ensemble va trouver quoi? Les sols squelettiques. Squelettiques, cela veut dire que des sols qui n'ont pas assez de matière organique. Si vous allez au niveau de la zone nord du Sénégal, parce que l'agriculture n'est pas favorable au niveau de la zone. Le pourquoi? Parce qu'on n'a pas assez de matière organique. Donc tu vois que la répartition des sols là, ça dépend du climat. Premièrement, ici vous avez des sols squelettiques au niveau de la zone nord, la zone sahélienne du Sénégal. Ça c'est la zone sahélienne. Là vous avez la zone soudanienne. Là vous avez la zone que vous appelez à l'époque sud-guinéenne. Mais cela n'existe pas en climato. En climato, vous avez trois zones, la zone sahélienne, la zone nord-soudanienne et la zone sud-soudanienne. Mais en ce qui concerne votre cas là, il n'y a pas de problème. Vous, qu'est-ce que vous voulez savoir? Vous voulez savoir seulement la répartition des sols. Vous avez compris? Donc pour la zone sud du Sénégal, là vous avez des sols ferralitiques. Ce sont des sols là qui sont un peu rougeâtres.
Si vous venez au niveau de la zone centre du Sénégal, là vous avez quoi? Des sols ferrugineux non lessivés. Ce sont des sols d'or, là où il y a teneur en sable, mais aussi teneur en quoi? En fer. Là, pour la zone nord du Sénégal, vous avez quoi? Vous avez des sols squelettiques. Il y a squelette, n'est-ce pas? C'est-à-dire que vide, parce qu'il n'y a pas de matière organique. Parce qu'ici, on a une végétation qu'on appelle la steppe. Du fait qu'il y a la steppe là, il n'y a pas de renouvellement de la matière organique. Donc, pour la zone nord du Sénégal, on a des sols qui sont pauvres. Et le centre, des sols qui ont une capacité moyenne. Et la zone sud, vous avez des sols qui sont tellement riches, n'est-ce pas? Donc, la répartition des sols ici au Sénégal qu'on appelle sols zonaux, en dépendant du climat là, date depuis quand? Date depuis le Tchadien. Donc, sur le plan phénologique, la répartition des sols date depuis quand? Date depuis le Tchadien. Il a déjà dit, il y a les sols ferrugineux-tropicaux lessivés ou sols d'or, des bassins arachidiers, des sols phréatiques ou sols rouges de la Casamance, sols organiques hydromorphes les Niayes, sols allomorphes du delta et des moyennes vallées du fleuve Sénégal. Entre le Tchadien et le pluvial tchadien et le noir tchadien s'intercale une période sèche qu'on appelle la PPS. La répartition des sols au Sénégal. Vous savez que je l'ai pris sous forme sous zone climatique. Il y a aussi quoi? Il y a des sols qu'on trouve au niveau des estuaires du Sine Saloum, n'est-ce pas? Au niveau de ce qu'on appelle la basse Casamance. On les appelle sols allomorphes, n'est-ce pas? Des sols là où il y a la présence du sel. Il y a aussi des sols hydromorphes. Là, tu vois qu'on trouve au niveau du fleuve Sénégal. Aux environs de Dakar et ainsi de suite. Là, on a quoi? On a des sols hydromorphes. Là, le fleuve va déborder et va déposer des sédiments. Au niveau des estuaires du Sine Saloum, on a quoi? Des sols allomorphes. Là, il y a la présence du sel. Donc, la répartition des sols au niveau du Sénégal date depuis le Tchadien. Et qu'est-ce qu'on va voir? On va voir que entre le Tchadien et le noir tchadien, il y avait une courte période marquée par l'aridité. Raison pour laquelle il y a beaucoup de controverses au niveau de la PPS. Il a dit que ici, la période là était une période marquée par quoi? L'aridité. Donc cette aridité a concerné quelle zone? La zone sud du Sahara. Le Sahara, comme vous le savez, le Sahara est une zone désertique. Il a dit que durant cette période, l'aridité n'est pas suffisante. Pour faire quoi? Pour créer de nouvelles formes. Donc durant cette période-là, on avait l'aridité, mais l'aridité n'était pas comme logolien. L'aridité était un peu insuffisante pour faire quoi? Pour créer de nouvelles formes. Il y a quoi? Il y a simple remodelage. Donc, durant la PPS, qu'est-ce qu'on avait enregistré? Durant la PPS, durant la PPS, le climat n'a pas vraiment évolué vers l'aridité comme pendant logolien. Donc, durant la PPS, l'aridité était moins sévère. Donc, durant logolien, l'aridité est comment sévère, n'est-ce pas? Mais arrivé à la PPS, l'aridité est moins intense. Mais cette aridité aussi était suffisante pour créer quoi? Pour amener le tarissement de ce qu'on appelle les mares, Madjabat al-Kubra et ce qu'on appelle l'Adrar, n'est-ce pas? Donc, durant cette période-là, du fait qu'on avait l'aridité, c'est ça qui a provoqué l'évaporation, la disparition de ces mares-là qu'on appelle Madjabat al-Kubra au niveau de la zone sud du Sahara. Mais durant cette période, l'aridité n'était pas tellement intense comme logolien. Il a dit que le climat n'a pas vraiment évolué comme pendant logolien. Mais sa sévérité a été suffisante pour entraîner le reflux vers le sud de la végétation guinéenne et la reprise des actions mécaniques, notamment éoliennes. Regardez. Ici, on a le fleuve Sénégal qui est comme ça. On nous a dit que durant le Tchadien, le fleuve Sénégal était occupé par quoi? Par une végétation guinéenne. Mais arrivé à la PPS,
la PPS du fait qu'on avait l'aridité, c'est ça qui va pousser à la végétation guinéenne de retourner à la situation normale. Et la végétation sahélienne et soudanienne va revenir au niveau du fleuve Sénégal. Regardez, vous suivez un peu. Durant le pluvial tchadien, on avait l'implantation d'une végétation guinéenne au niveau du fleuve Sénégal. Mais arrivé à la PPS, qu'est-ce qu'on avait? On a enregistré que avec l'aridité, la végétation guinéenne va migrer, va trouver la situation normale et elle sera remplacée par quoi? Par une végétation sahélienne et soudanienne. Donc avec la PPS, bien que l'aridité n'est pas tellement intense, mais on a assisté à la migration qu'on appelle reflux de la végétation guinéenne à sa situation normale là-bas en Guinée. Et cela a été remplacé par quoi? Par une végétation sahélienne et soudanienne. Donc, durant la PPS, qu'est-ce qu'on avait enregistré? La végétation guinéenne retourne à la situation normale là-bas en Guinée. Et elle a été remplacée par quoi? Par une végétation sahélienne et soudanienne. Parce qu'on avait quoi? On avait l'aridité. Vous avez compris? Et il nous dit que, et aussi les actions mécaniques vont recommencer. Donc, durant le Tchadien, on avait quoi? Des actions hydriques, n'est-ce pas? Là, on avait de l'eau. C'est l'eau qui érodait. C'est l'eau qui mettait en place les formes. Mais arrivé à la PPS, là, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que l'eau n'est plus dynamique. Qu'est-ce qui est dynamique? C'est le vent. Donc, durant la PPS, on avait enregistré quoi? On avait enregistré qu'il y a retour de la végétation guinéenne à sa situation normale et elle a été remplacée par la végétation sahélienne et soudanienne. Mais aussi, les actions mécaniques, le vent va retourner à la situation normale. L'altération a été assurée par qui? Par le vent. Donc, durant la PPS, on voit qu'il y a dynamique des actions mécaniques. C'est-à-dire que c'est le vent qui va assurer érosion, transport et dépôt. Donc, durant cette période-là, on avait enregistré le retour de ce qu'on appelle l'érosion mécanique. Selon Michel, la PPS s'est traduite au Sénégal par la mise en place d'un système dunaire distinct de l'ogolien classique qu'on appelle ogolien remanié. Regardez, on a ogolien. Durant l'ogolien, on avait quoi? Des dunes ogoliennes. Mais durant la PPS, du fait qu'il y a des modifications, on en parle de quoi? De dunes ogoliennes remaniées. Remanié, c'est quoi? C'est modifié. C'est la raison pour laquelle le professeur Moustapha Sall a dit que l'ogolien, la PPS, c'est quoi? C'est seulement un simple remodelage. Donc, durant cette période-là, durant la PPS, on a enregistré quoi? Une modification d'une ogolienne. Raison pour laquelle on les a appelés, on les appelle quoi? D'une ogolienne remaniée. Ça va vous dire que modifié. Qu'est-ce qu'on a modifié? Les dunes qu'on avait à l'époque durant le l'ogolien. On a modifié ça, on parle de dune ogolien remanié. Et dune datant de l'ogolien, on l'appelle dune classique. Dune de l'ogolien classique. Mais dune datant du PPS avec modification, on l'appelle dune ogolien remanié. Donc il y a remodelage, il y a déformation. Parce que la période là n'était pas tellement dynamique pour mettre en place de nouvelles dunes. Il y avait quoi? Remodelage. Donc, pour Sall, l'aridité n'a pas été suffisante pour créer autre chose qu'un simple remodelage éolien. Raison pour laquelle lui, professeur Moustapha Sall, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que l'ogolien classique, qu'on appelle l'ogolien, premier ogolien, et la PPS forment une seule période. Le pourquoi? Il a dit que la PPS était une période de remodelage. Donc la PPS n'a pas donné de forme de nouvelle forme. Mais qu'est-ce que la PPS a fait? La PPS a fait migrer la végétation guinéenne, mais aussi a fait quoi? A modifié les dunes ogoliennes. Qu'on parle de dunes ogoliennes remaniées. Raison pour laquelle il a dit que la PPS est la continuité de quoi? De l'ogolien. Donc, les deux périodes. Oui. Il a dit qu'on doit arrêter. Parce que...
Mais pas. Il a dit qu'ils ont cours là. Tu dois faire pour ici. Tu dois faire pour ici. Il n'y a pas un. Donc on du bois là. Bon, on sait bon ça. C'est où? Não,